ما عجبني شيء. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. À la une de l'actualité, 3 mois après son accession au trône, le roi Salman d'Arabie Saoudite vient de procéder à un remaniement drastique dans le palais. C'est l'image du jour, Noad Machnouk dans la banlieue sud de Beyrouth. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans le fief du Hezbollah, désormais soumis au plan de sécurité entré en vigueur hier mardi. L'ancien Premier ministre Saad Hariri achève sa visite à Washington par une rencontre avec les membres de la Chambre de commerce arabo-américaine axée sur la situation économique au Liban et au Proche-Orient. Ils sont à bout. 4 jours après le pire séisme qu'ait connu le Népal depuis 1934, les habitants de Katmandou sont épuisés par les répliques, la vie dans la rue et le manque de nourriture. 3 mois après son accession au trône, le roi Salman d'Arabie Saoudite vient de procéder à un remaniement drastique dans le palais. Le prince héritier Mokren, frère de l'ancien roi Abdallah, et le prince Saoud El Faisal, ministre des Affaires étrangères, ont été remplacés par l'actuel ministre de l'Intérieur et l'ambassadeur saoudien à Washington. C'est ce jeune diplomate qui avait annoncé le 26 mars dernier le début de l'opération Tempête décisive au Yémen. L'actuel ministre de la Garde nationale, Miteb Ben Abdallah, conserve son poste. Les détails dans ce sujet signé Myriam Amelal Lalmas. Voici le visage du nouvel homme fort du royaume wahhabite. Mohamed Ben Nayef, ministre saoudien de l'Intérieur, devenu ce mercredi vice-premier ministre et surtout prince héritier. C'est son oncle, le nouveau roi Salman, qui l'a nommé. Et son arrivée aux plus hautes fonctions confirme la montée en puissance de la jeune garde dans la lignée de succession. Le numéro 2 du royaume a fait sa réputation sur l'efficacité des services secrets qu'il dirigeait depuis 2012, l'année de sa nomination au ministère de l'Intérieur à la place de son père. Un poste qui lui était prédestiné de par son cursus, une formation spécialisée dans la lutte contre le terrorisme dispensée par la CIA et un diplôme d'une université américaine en sciences politiques. Il devient alors le champion de la lutte contre Al-Qaïda. Il conduit une chasse implacable aux djihadistes à l'intérieur du royaume et dans la région, avec des bureaux dans les ambassades de son pays. Ses services déjoueront de nombreux attentats. Il en sera lui-même la cible en 2009. Aujourd'hui, il est face à 2 nouveaux défis. D'abord, la lutte contre le groupe État islamique. Mardi, son ministère a annoncé l'arrestation d'une centaine de suspects liés à l'organisation djihadiste. Sur le front yéménite, il devra remporter la bataille contre les rebelles houthis et la guerre d'influence contre l'Iran, grand rival chiite. C'est l'image du jour, Noad Machnouk dans la banlieue sud de Beyrouth. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans le fief du Hezbollah, désormais soumis au plan de sécurité entré en vigueur hier mardi. Des domiciles de prévenus ont été perquisitionnés à Hay el-Selloum, Hatahrik et Laïlaké. L'armée libanaise a annoncé avoir arrêté plusieurs prévenus, des Libanais mais aussi des ressortissants palestiniens recherchés pour avoir tiré sur l'armée et des citoyens. Le Hezbollah, le mouvement Amal ainsi que la majorité des habitants de la région ont accueilli favorablement l'instauration de ce plan de sécurité qui vise à asseoir l'autorité de l'État dans la banlieue sud de Beyrouth. Et vous le voyez donc à l'écran, Noad Machnouk qui s'est rendu dans le fief du Hezbollah. C'était ce matin sur notre antenne. Le secrétariat général de l'Alliance du 14 mars appelle les députés et les Libanais à la grève jusqu'à l'élection d'un nouveau président de la République. En retour aux revendications politiques pacifiques à l'occasion du 10e anniversaire du retrait de l'armée syrienne du Liban. C'est en tout cas ce qu'a affirmé l'Alliance qui a tenu ce midi. Vous le voyez, sa réunion hebdomadaire à Ashrafiyeh. Le Liban est sans président depuis le 25 mai 2014. La dernière séance électorale ayant à nouveau échoué, faute de quorum. Un prochain scrutin a été fixé au 13 mai. L'ancien Premier ministre Saad Hariri a achevé sa visite à Washington par une rencontre avec les membres de la Chambre de commerce arabo-américaine. Une rencontre largement consacrée à la situation économique au Liban et au Proche-Orient et les moyens de consolider les relations économiques entre les pays de la région. L'occasion pour Hariri de souligner l'importance du rôle de la diaspora dans le développement de l'économie libanaise. Il a aussi redit la nécessité de renforcer le commerce et les échanges économiques entre le Liban et les États-Unis.
Avant de quitter Washington, le chef du courant du futur s'est aussi entretenu avec les sénateurs américains George Lankford et Steve Daines. La fondation américaine Rafik Hariri pour le Moyen-Orient a également organisé un déjeuner en l'honneur du leader du courant du futur. L'armée israélienne a dépêché ce mercredi des renforts sur le plateau occupé du Golan et dans les hameaux occupés de Shebaa. Ces manœuvres interviennent au lendemain de tirs d'obus de mortiers syriens qui se sont abattus sur le Golan. Dans ce contexte, le commandant en chef de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, le général Luciano Portolano, a estimé qu'Israël était obligé de se retirer de la partie nord du village frontalier divisé de Rajar en vertu de la résolution 1701. Dans un entretien accordé à nos confrères d'Assafir, le général a précisé que le retrait israélien de Rajar n'était pas un sujet de négociation, mais plutôt un engagement qu'Israël devait respecter. Et direction le Yémen, où au moins 64 personnes, dont plusieurs civils, ont été tués ces dernières heures dans des affrontements entre rebelles houthis et leurs opposants. Dans le sud, à Aden, la deuxième ville du pays, les combats de rue se sont soldés par la mort de 9 houthis. 11 autres individus, parmi lesquels figuraient des combattants favorables au président en exil, Abd Rabo Mansour Hadi, ont également péri. À Sanaa, la capitale, l'aviation de la coalition arabe dirigée par Riyad a bombardé une base militaire tenue par la rébellion où étaient garés des véhicules de transport léger. Ce site est lié à la garde républicaine, un corps d'élite, de l'élite de l'armée proche de l'ex-président Saleh. Dans le reste de l'actualité, l'Indonésie est finalement passée outre les protestations de la communauté internationale. La nuit dernière, 8 condamnés à mort pour trafic de drogue ont été exécutés sur l'île-prison de Nusa Kambangan. Parmi eux, un Indonésien, 4 Nigérians, un Brésilien et 2 Australiens. 2 condamnés ont obtenu un sursis. La Philippine Marie-Jane Veloso et le Français Serge Atlaoui qui attend donc le résultat d'un ultime recours administratif. Laure Manant. La nouvelle a fait les gros titres des médias en Australie. L'exécution d'Andrew Chan et Muran Sukumaran a beaucoup choqué dans le pays. La classe politique a unanimement fait part de sa consternation. La présidence de M. Widodo sera définie par le fait qu'il a procédé à ces exécutions et qu'il n'a pas accédé à la demande de clémence de notre Premier ministre et de notre ministre des Affaires étrangères ou à la nôtre, parlementaires, qui avons tous demandé qu'il leur accorde une grâce. Andrew Chan et Muran Sukumaran étaient les chefs du gang dit des Neufs de Bali. En 2005, ils sont arrêtés à l'aéroport de l'île alors qu'ils tentent de faire passer 8 kilos d'héroïne en Australie. L'année suivante, ils sont condamnés à mort. Leurs complices écopant, eux, de peines allant de 18 ans de prison à la perpétuité. Des condamnations plus raisonnables, selon les Australiens. C'est terrible, c'est barbare d'exécuter les gens à notre époque. Ils ont fait ça il y a 10 ans, c'était une peine suffisante. La façon dont ils sont morts, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour nous, ce n'est pas bien pour les Indonésiens. Je ne retournerai jamais dans leur pays. Le nombre des exécutions avait considérablement ralenti en Indonésie ces dernières années. Mais depuis le début 2015, 14 personnes ont été fusillées. Élu en octobre dernier, le président Joko Widodo a affirmé qu'il n'accorderait aucune grâce aux condamnés à mort pour trafic de drogue. Restez des nôtres au retour de la pause. Le feu de forêt qui s'est déclaré en Ukraine à proximité de la centrale de Tchernobyl est sous contrôle. Ils sont à bout, 4 jours après le pire séisme qu'ait connu le Népal depuis 1934. Les habitants de Katmandou sont épuisés par les répliques, la vie dans la rue et le manque de nourriture. La colère et la frustration montent face à la gestion erratique de la crise par le gouvernement. Les manifestations se multiplient dans la capitale. Des rixes sont éclatées à la gare routière où les bus promis par le gouvernement aux habitants souhaitant regagner leur village d'origine ne sont jamais arrivés. De nombreuses zones restent inaccessibles. La situation humanitaire est d'ailleurs préoccupante dans les régions les plus reculées. Camille Lemellec. Plus on s'éloigne de Katmandou, plus l'urgence humanitaire est grande. À une quinzaine de kilomètres seulement de la capitale, le village de Sakou et ses maisons traditionnelles en briques et en bois ont été largement détruites par le séisme. Cet homme a tout perdu, son logement et surtout sa femme.
Mon fils était à côté de cette armoire, donc il a été protégé. Mais le sol s'est effondré sous ma femme. Elle a été mortellement blessée. Une première équipe de sauveteurs est arrivée plusieurs heures plus tard, pas assez vite pour la sauver. 4 jours après, des démineurs de l'armée népalaise cherchent encore des morts dans les décombres du village. On a déjà trouvé 3 personnes dans cette maison et nous pensons qu'il reste le cadavre d'un petit garçon. Le bilan humain est considérable, 64 morts pour ce petit village. Sur les 1000 maisons que compte le village de Sakou, 600 se sont effondrées. De quoi ont besoin les habitants maintenant? Dans l'immédiat, nous avons besoin de tentes et aussi de stocks de nourriture. L'aide commence à arriver. La Croix-Rouge locale a fait don de ses tentes. Des médecins chinois fournissent une assistance médicale, mais aucune aide gouvernementale. Les réfugiés doivent s'entasser dans ces salles de classe en attendant mieux. Nous n'avons pas d'eau potable, ni même d'eau pour se laver. Et le gouvernement ne nous livre pas de nourriture non plus. Jusqu'ici, les Népalais affrontent les épreuves et les deuils avec calme et dignité. Mais à mesure qu'avancent les jours, de l'exaspération et de la colère commencent à pointer contre l'État. Le pays est l'une des zones sismiques les plus dangereuses au monde et pourtant, le dispositif gouvernemental est un échec, de l'aveu même du Premier ministre. Sans l'aide internationale, la reconstruction sera impossible et le futur de ses habitants semble bien voilé. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, afin de prévenir de nouvelles violences, des centaines de membres des forces de l'ordre avec équipements anti-émeutes et véhicules blindés ont pris place dans les quartiers sensibles de Baltimore, sur la côte est des États-Unis, où un jeune noir est mort en garde à vue la semaine dernière. Le maire de Baltimore est descendu elle-même dans la rue pour aider à faire respecter le couvre-feu qui sera mis en place dès 22h toute la semaine. Washington et Tokyo affichent leur entente face à Pékin. Le président américain Barack Obama a reçu hier le chef du gouvernement japonais Shinzo Abe. L'occasion pour les deux hommes de consolider leurs échanges commerciaux et de critiquer les velléités territoriales de Pékin en mer de Chine. Vous le voyez, le feu de forêt qui s'est déclaré en Ukraine à proximité de la centrale de Tchernobyl est sous contrôle. L'Ukraine n'avait pas connu de tels incendies depuis 1992. Le Premier ministre Arseniy Yatsenyuk s'est rendu sur zone. Il a tenu à saluer le travail des pompiers. L'incendie se situe à une vingtaine de kilomètres de la centrale accidentée de Tchernobyl, autour de laquelle subsistent encore des particules radioactives qui pourraient être déplacées par des feux de forêt, selon les experts. Il est 16h55 à Beyrouth. Tout de suite, le rappel des titres. 3 mois après son accession au trône, le roi Salman d'Arabie Saoudite vient de procéder à un remaniement drastique dans le palais. C'est l'image du jour. Noad Machnouk, dans la banlieue sud de Beyrouth, le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans le fief du Hezbollah, désormais soumis au plan de sécurité entré en vigueur hier, mardi. L'ancien Premier ministre Saad Hariri achève sa visite à Washington par une rencontre avec les membres de la Chambre de commerce arabo-américaine, une rencontre axée sur la situation économique au Liban et au Proche-Orient. Ils sont à bout 4 jours après le pire séisme qu'ait connu Népal depuis 1934. Les habitants de Katmandou sont épuisés par les répliques, la vie dans la rue et le manque de nourriture. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et je vous dis à demain. ما شفني شيء